tous et bienvenue sur la chaîne de Samari et compagnie. Au programme aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le décryptage économique de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Florent va vous expliquer tout ce qui est points forts et points faibles de leur campagne. Donc Florent Limachadar, que vous connaissez très bien maintenant sur cette chaîne, économiste, agrégé de sciences sociales, essayiste, conférencier et éditeur de presse indépendant. Bonjour Florent. Bonjour Julien et bonjour à tous nos auditeurs. Alors on va commencer dans le vif du sujet. Tout d'abord, quel bilan as-tu tiré du quinquennat d'Emmanuel Macron? Alors d'abord, évidemment, les petites cloches, les petits pouces, les petits likes, tout ça, vous savez, ça bien mieux que moi qui suis du Moyen Âge ou d'âge moyen. Alors, le bilan économique. Déjà, je suis effaré que nos journalistes ne posent jamais Emmanuel Macron ou ne le confrontent jamais à son bilan. J'espère que ce soir, Marine Le Pen va, je dirais, confronter Emmanuel Macron à son bilan. Alors moi, mon domaine, c'est l'économie, donc je ne vais pas faire comme les médecins de plateau qui sont urologues et qui vous parlent du coronavirus. Moi, je vais vous parler de mon domaine de compétences. Donc, j'ai repris quelques chiffres. Emmanuel Macron, comme a dit, je crois, Valéry Giscard d'Estaing à Mitterrand, non, je crois que c'était Mitterrand à Valéry Giscard d'Estaing en 81, il lui a dit qu'il était l'homme du passif. Effectivement, Emmanuel Macron a un passif économique qui parle contre lui. Notre pouvoir d'achat, est deux fois inférieur à celui des Suisses. Il s'est évidemment effondré surtout depuis 2000, depuis que nous avons l'euro, mais il y a eu évidemment une accélération depuis 2000, 2012 et 2017. Je rappelle qu'en 2012, Emmanuel Macron est déjà dans la boucle comme secrétaire général adjoint de l'Élysée auprès de François Hollande, puis comme son ministre de l'économie, ne l'oublions pas. On a déjà presque 10 ans de Macron dans les pattes. 2 millions d'emplois perdus depuis 2017 dans l'industrie, un déficit commercial record de plus de 80 milliards d'euros, y compris dans le domaine agricole. Donc, on arrive à faire cette performance d'avoir un déficit agricole, c'est-à-dire qu'on importe plus qu'on exporte. Baisse des investissements directs à l'étranger de l'ordre de presque 20% depuis 2017. Rien qu'en 2019, vous avez 5 nouveaux impôts, 5 nouvelles impositions, dont évidemment une fiscalité verte qui s'est accrue de 7 milliards d'euros. Voilà quelques éléments du bilan économique d'Emmanuel Macron. Gageons que Marine Le Pen évoquera certains de ces sujets ce soir lors du débat, je crois, à 21h. Alors en plus, les journalistes, bon, on sait quand même, là aussi, Léa Salamé, son époux, c'est Raphaël Glucksmann qui a appelé à voter contre Marine Le Pen, enfin en tout cas pour Emmanuel Macron. Donc c'est ça l'objectivité du service public à la française. Bon, de toute façon, on sait que tous ces journaux ne sont absolument pas indépendants et sont achetés et arrosés par le pouvoir. Mais je trouve qu'en fait, c'est intéressant parce que dans les faits, on a une candidate anti-système qui va être interrogée par le système face à un candidat du système. Donc, le peuple français pourra tout à fait se faire, me semble-t-il, son opinion. Voilà pour un mot de bilan. Dans ce bilan, maintenant, on va voir d'un point de vue plutôt général, quelles sont les bonnes et les mauvaises mesures de ton point de vue sur chacun des programmes économiques. Alors oui, sur le bilan, j'ai quand même oublié le drame absolu, qui est voilà, la dette. Alors la dette, là, évidemment, je suis parti très loin. Je suis parti de 1900, je n'arrive pas à lire, 1975, je crois. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux périodes qui montent fortement. On a la crise, évidemment, des subprimes de 2009-2011, 2007-2010. Donc voilà. Et puis, on a encore plus fort. On voit que c'est presque une droite verticale. Voilà la hausse de la dette en pourcentage du PIB ou en milliards d'euros, c'est la même chose, pendant la crise Covid. Donc on voit bien, on a, je crois de mémoire, pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, on a plus 600 milliards d'euros de dette, c'est colossal, dont 450 milliards pour le Covid. Voilà. Donc les trois quarts, les deux tiers de la dette, non je crois mais les trois quarts de la dette d'Emmanuel Macron sont concentrés sur les 2 dernières années de Covid. Pour quel résultat? On ne va pas y revenir. J'ai évoqué combien les mesures de confinement et de quoi qu'il en coûte sont désastreuses pour les Français d'aujourd'hui et puis aussi pour les Français de demain qui devront payer car toute dette se paye. Alors sur les mesures, alors je vais essayer de partager ceci. J'avais travaillé sur les programmes. Non, là c'est la dette, je crois qu'on voit. Non? Ouais, le salaire, là. Hop. Alors, c'est bon là. Qu'est-ce qui est partagé là? Qu'est-ce que tu vois, Julien? Tu vois le Je tableau? vois le tableau, oui. Le tableau, alors c'est parfait. Parce que je ne vois pas ce que vous voyez. Donc,
Donc, j'avais travaillé sur le bilan économique et chiffré, les bonnes et les mauvaises mesures des 4 candidats second tourables, donc Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, mais aussi Marine Le Pen et Éric Zemmour. Donc, on va se concentrer sur Emmanuel Macron. Mon bilan, si vous voulez, c'est que c'est un programme McKinsey, hein, c'est un programme assez vide, plutôt libéral dans l'esprit, mais il nous refait le même tour qu'en 2017, qui m'avait, à titre personnel, trompé. Alors que dans la pratique du pouvoir, eh bien, Emmanuel Macron, ça a été 5 années, en particulier 2, mais 5 années de stalinisme caractérisé, avec une forte hausse des prélèvements obligatoires qui est programmée pour la période, s'il est réélu, 2022-2027. Ce qui est frappant, c'est que vous avez dans le programme d'Emmanuel Macron, ce que j'ai mis ici, vous avez une hausse des dépenses publiques, ça c'est le chiffrage de l'IFRAP entre 2022 et 2027, donc une projection. Vous avez une hausse des dépenses publiques qui, reconnaissons-le, est maîtrisée, plus 3,5 milliards. De toute façon, il ne peut pas faire autrement vu le niveau d'endettement dans lequel il a plongé la France. Mais par contre, regardez, recettes fiscales, plus 30,5 milliards d'euros. Donc évidemment que son projet est financé, mais il est financé par une explosion des recettes fiscales, c'est-à-dire par un rabotage des niches fiscales et des niches sociales, de tous les dispositifs qui permettent aux Français de payer un petit peu moins d'impôts légalement, et puis par une hausse aussi de la fiscalité en général. Donc effectivement, le bilan est positif, hein, c'est-à-dire on a plus 27 milliards, donc 30,5 milliards moins 3,5 milliards, mais je dirais à quel prix? Au prix d'une augmentation, on va dire, du poids des prélèvements obligatoires qui, je le rappelle, pèsent déjà 47 ou 48% du PIB et font de la France le champion du monde ou le vice-champion du monde des impôts, des cotisations sociales et des prélèvements obligatoires. Alors quand on regarde les mesures, tout n'est pas à jeter, mais si vous voulez, quel crédit pouvons-nous accorder à un président qui a érigé le mensonge en principe? Alors, tripler en termes de salaire, tripler la prime Macron sans charge ni impôt. Donc ça, effectivement, c'est une hausse de pouvoir d'achat à prélèvement obligatoire constant. Donc, je l'ai mis en vert, c'est une mesure que l'on peut saluer. Le RSA conditionné à une activité effective qui permet l'insertion. Pour moi, c'est de l'ordre du gadget parce qu'on a déjà à peu près 70% de ceux qui devraient bénéficier du RSA qui n'y ont pas recours, ce qu'on appelle le taux de non-recours. Donc finalement, c'est un aveu d'échec du RSA, puisque de toute façon, par principe, par rapport au RMI qui le précédait, eh bien, il est déjà cumulable avec une reprise d'activité. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de cette mesure, à part à nouveau humilier ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire humilier les plus fragiles. Avoir obligatoirement un dispositif de partage des profits, prime Macron ou participation ou intéressement dans les entreprises qui versent des dividendes. Bon, c'est une mesure aussi qui va dans l'esprit de la première. Le problème, c'est qu'on est dans un contexte inflationniste et que donc, si vous favorisez la hausse des salaires pour permettre aux ménages français d'encaisser l'inflation, on peut le comprendre, mais on risque d'entrer en stagflation parce qu'évidemment, on va rogner sur les profits des entreprises pour payer les salaires. Ça va nous faire entrer dans ce qu'on appelle une boucle prix-salaire qui va entretenir l'inflation et qui peut ensuite déraper en hyperinflation. CF, la discussion que j'ai eue avec Fabrice Divisio dans un vendredi en approfondi courant mars. On continue. Ce qui est frappant, c'est que vous voyez dans la catégorie dette et déficit, il n'y a rien. M. Macron ne propose rien pour, je dirais, réduire le déficit abyssal de la France et gérer ce problème de dette dans un contexte où les taux d'intérêt vont remonter et où donc à chaque fois que les taux d'intérêt remontent d'un point, il faut à la France trouver à peu près 40 milliards d'euros. Donc ça, il n'en parle pas. Ça, c'est extrêmement inquiétant. Sur le budget de l'État et la réduction des dépenses publiques, donc la maîtrise des dépenses publiques, rien du tout. Sur la fiscalité verte, il veut mettre en œuvre, mais on a envie de lui dire que ne l'a-t-il pas fait depuis 2017, une taxe carbone aux frontières de l'Europe pour éviter la concurrence déloyale. J'ai envie de dire que là, le problème, c'est une mise en œuvre qui est complexe, qui est relativement hypocrite, parce qu'en réalité, par exemple sur les véhicules électriques, on délocalise la production de batteries en Chine. Et en Chine, la production de batteries se fait à partir de centrales à charbon. Donc évidemment qu'on améliore notre bilan carbone, mais au détriment de celui de la Chine. Donc si on est d'un point de vue global,
évidemment, c'est un jeu à somme nulle ou même négative, puisque on continue de dégrader avec le charbon. Et puis évidemment, cette taxe carbone, elle n'est pertinente que sur les biens et services qui seraient stratégiques et qu'on décide de protéger et de garder en France. J'ai parlé de ce sujet dans ma conférence que j'avais intitulée Pour un libéralisme souverain et que j'ai prononcée pour Sophiapolis. Ensuite, permettre à tous les couples vivant ensemble de réduire leurs impôts comme s'ils étaient mariés ou pacsés. Bon, là, pour moi, on est dans le progressisme un petit peu BA par excellence. Euh, Parce que finalement, derrière, ce n'est pas une mesure fiscale, c'est une mesure de promotion, enfin du concubinage. Enfin, on ne sait pas trop ce que ça vient faire d'un point de vue économique. Baisser les charges pour les indépendants, le revenu augmentera de 550 € par an quand on gagne l'équivalent du SMIC. Donc là, on est sur une baisse du coût du travail pour les travailleurs non salariés, donc pour les indépendants. Ça, c'est une mesure que l'on peut saluer. Supprimer la redevance audiovisuelle, en fait, tout le monde veut la supprimer. Zemmour voulait la supprimer, Marine Le Pen veut la supprimer. On ne peut que saluer cette hausse de pouvoir d'achat, 138 €. Ça pèse quand même, hein, ça enlève quand même 3,2 milliards d'euros par an à l'État qu'il faut compenser. Et en fait, le problème, c'est qu'on supprime, mais il n'y a pas de réflexion dans son programme sur le financement en général de l'audiovisuel public, sur sa privatisation, etc. Aucun impôt sur les successions jusqu'à 150 000 € par enfant, aucun impôt jusqu'à 100 000 € transmis aux autres membres de la famille, petits-enfants, neveux et nièces. Donc ça enlève 3 milliards d'euros en termes de recettes fiscales à la France. Donc c'est un allègement de la fiscalité successorale. Là aussi, on a envie de dire que ne l'a-t-il fait depuis 2017. Baisse des niches fiscales et sociales, c'est comme ça qu'il finance l'essentiel de son programme, puisque ça rapporte 15 milliards d'euros. En fait, il veut rétablir très clairement un impôt sur le revenu progressif. Parce que ce qu'on sait, c'est que les niches fiscales et sociales sont surtout utilisées par les revenus les plus élevés et qu'en réalité, Piketty l'a montré, l'impôt progressif en France, en réalité, plus on monte dans les revenus et moins il est progressif. Or, moi, je suis opposé à la progressivité de l'impôt sur le revenu. Je suis favorable à une flat tax. Tout le monde paye 10% ou 15% ou 20% ou 5%, on se met d'accord, probablement entre 10 et 20%. Parce que l'idée de payer en pourcentage d'autant plus d'impôts qu'on est riche ne me paraît pas une idée juste, parce que de toute façon, lorsque tout le monde paye 10%, si vous gagnez 1 000 €, vous payez 100 €, mais si vous gagnez 10 000 €, vous payez déjà évidemment 10 fois plus, puisque en valeur absolue, vous payez 1 000 € par mois d'impôt. Donc, en réalité, un impôt proportionnel, une flat tax, est déjà un impôt progressif. Poursuivre la baisse des impôts pesant sur le travail et la production, très bien, mais il faut évidemment doubler cette mesure d'une baisse des dépenses publiques en face. C'est bien de baisser les prélèvements obligatoires, mais il faut en face baisser les dépenses publiques. Suppression de la CVAE pour toutes les entreprises, ça va dans le sens d'une baisse des impôts productifs, très bien. Impôt sur les sociétés minimales pour les firmes multinationales, ça, effectivement, c'est du bon sens par rapport aux excès d'optimisation fiscale des grandes entreprises. Réduire la pauvreté en versant automatiquement les aides à ceux qui y ont droit pour éviter le non-recours et la fraude. Ce sera la solidarité à la source après le prélèvement à la source. Alors ça, on sent que le cabinet McKinsey a bien travaillé pour trouver l'expression solidarité à la source. En réalité, c'est assez cocasse, puisqu'on sait que depuis 2017, on a 7 millions de pauvres en France qui dépendent de l'aide alimentaire. Et de verser automatiquement ces aides risque de faire un appel d'air en termes d'assistanat. À mon avis, c'est tout simplement l'antichambre du revenu universel qui est lui-même l'antichambre de la monnaie numérique, de la monnaie, oui, de l'euro numérique qu'il nous prépare, que Madame Lagarde et la Banque centrale européenne nous préparent pour 2023-2024, selon le résultat dimanche de l'élection, selon aussi mid-term aux États-Unis en novembre prochain. Lutte contre la fraude, ah bon, très bien, mais c'est bien vague. Charles Pratt a budgété cette lutte contre la fraude, a chiffré, pardon, à autour de 40 milliards d'euros. Monsieur Macron veut en récupérer 5, pardon. 10, c'était Mélenchon. Veut en récupérer 5, c'est très vague. Retraite à 65 ans, ça, effectivement, c'est une mesure. Alors, il a déjà rétropédalé dans les médias par la voix de son porte-parole du gouvernement qui a dit oui, mais en fait, bon, quand M. Bardella du Rassemblement national demande à M. Darmanin
oui, c'est 65 ans, mais avec combien d'annuités? On dirait que M. Darmanin découvre le mot annuité et donc il bafouille que ça sera 40 annuités, ce qui est impossible avec 65 ans. Donc ce dossier n'est pas du tout maîtrisé, il n'y a pas du tout de réforme systémique et il sait que c'est la mesure qui peut lui exploser à la figure. Donc il est extrêmement vague et c'est quand même cette réforme des retraites, c'est quand même la réforme de Macron qui a provoqué la grève la plus longue depuis 1945 en France. Donc il serait quand même audacieux de laisser les choses en l'état. Il espère quand même en retirer une baisse des dépenses publiques de l'ordre de 15 milliards d'euros. C'est quand même important dans le chiffrage de son projet. Retraite minimum à 1100 euros, bah, c'est impossible, sauf à revoir le financement du système de retraite. Et si on n'y introduit pas une dose de capitalisation, eh bien, cet objectif n'est pas atteignable de mon point de vue. Rémunérer les volontaires proches de la retraite ou à la retraite qui souhaitent faire profiter la société de leur expérience en créant un service d'appui de travailleurs seniors. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le retour de la cessation progressive d'activité, ce qu'on a appelé à une époque la pré-retraite. Ça me paraît être un moyen détourné de moins payer les seniors, donc mesure un peu dangereuse. Proposer un cumul emploi-retraite, bon, très bien, ça c'est une mesure favorable au pouvoir d'achat, mais ça risque de faire durer la transition et de reculer sans cesse l'âge de départ effectif, et donc avec aussi la question de la pénibilité du travail, et donc ça risque on risque de ne pas tenir compte des inégalités que ce cumul euh, générerait. On peut cumuler un emploi qui n'était pas pénible avec sa retraite. Mais lorsque l'emploi est pénible, on est très content de prendre sa retraite à 60 ou 62 ans, comme actuellement, âge légal. Assurance chômage plus stricte, quand trop d'impôts sont non pourvus, quand trop d'emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé. Oui, ça c'est le sens de sa réforme, mais c'est contradictoire avec sa réforme puisqu'elle a conduit à des radiations de chômeurs et donc à une baisse de l'allocation moyenne. Donc là, on ne comprend pas pourquoi soudain il nous refait un petit peu de flex sécurité à la danoise. Pôle emploi transformé en France Travail, ça aussi, ça doit être du McKinsey. Bon, par la mise en commun des forces de l'État. Bon, c'est un effort de mutualisation très bien, mais on ne voit pas bien l'esprit, le sens, l'objectif de cette formule. Poursuivre la modernisation du Code du travail engagé avec les ordonnances de 2017. L'enjeu, ça n'est pas d'alléger, ça n'est pas de moderniser, pardon, mais c'est d'alléger le Code du travail. Donc, moderniser, c'est-à-dire que on dirait que tout en modernisant, on ne fait que rajouter des centaines de pages chaque mois au Code du travail. Donc là, il y a quelque chose qui doit être éclairé. Pour pouvoir travailler plus à certains moments et moins à d'autres, compte épargne-temps universel, etc. Bon, là, on est sur une mesure de flexibilisation du temps de travail, de la durée, sur la durée de la carrière, pourquoi pas. Avant-dernière page, former avant la fin de la décennie 1 million de personnes au métier d'avenir, très bien. Mais le problème, c'est, on vous proposera bientôt un article là-dessus, c'est d'identifier ces métiers. Or, on sait qu'à peu près 30-35%, en tout cas un tiers des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, ça plaide, et c'est tout le travail de coaching et de formation que je fais auprès des jeunes, ça plaide, sauf à avoir un talent professionnel manuel déjà caractérisé, ça plaide pour des débouchés et des poursuites d'études plutôt généralistes, de façon à pouvoir, j'ai envie de dire, au dernier moment, et en fonction de l'évolution de l'emploi, eh bien, se spécialiser vers telle ou telle voie. Donc, prudence, d'abord par rapport à une spécialisation trop prématurée des jeunes. Et puis, deuxièmement, il ne relève pas, de mon point de vue de l'État, d'avoir cette vision stratégique. Voilà. Et enfin, recrutement ciblé, 50 000 infirmiers et aides-soignants. Quand 15 000 soignants ont été suspendus pour refus de l'injection, c'est assez fort de café. C'est une mesure quasiment schizophrénique, me semble-t-il. Et puis pour un relèvement de 2 points du point d'indice pour les fonctionnaires, donc pour 4 milliards d'euros. Effectivement, il s'agirait de dégeler le pouvoir d'achat pour la fonction publique d'État. Donc ça va dans le bon sens. Si évidemment, on arrive dans le même temps, et ça, il n'y en a pas une trace dans son programme, si on arrive dans le même temps à renverser la pyramide de la masse salariale de la fonction publique, c'est-à-dire qu'on arrive à recruter davantage à la base en dégraissant évidemment le deep state, les administrations centrales. Voilà. Et puis on trouve aussi chez Emmanuel Macron
des dépenses publiques qui augmentent de l'ordre de 3 milliards d'euros pour la défense, 1 milliard d'euros pour la justice, 5 milliards pour la famille, 4,5 milliards pour la police, ministère de l'Intérieur, avec 10 milliards d'euros d'économies sur le fonctionnement et grâce à la numérisation, la digitalisation des services de l'État. Voilà, brosser le programme d'Emmanuel Macron. On va faire la même chose pour Marine Le Pen. Alors, Marine Le Pen, c'est un programme assez étatiste, qui est assez coûteux, avec un besoin de financement de 30 milliards d'euros sur 5 ans qui n'est pas pourvu. On voit qu'on a 20 milliards d'euros de dépenses publiques en plus, 9 milliards d'euros de recettes fiscales en moins. Donc, il n'y a pas d'augmentation des prélèvements obligatoires chez Marine Le Pen. Donc, ça me paraît être une mesure d'apaisement social important. Par contre, du coup, il va falloir trouver 29 milliards d'euros. En préambule, je voudrais quand même dire que le sujet de cet entre-deux-tours et de cette campagne ne me paraît pas être le sujet économique. J'ai envie de dire, on verra après. Moi, je me suis exprimé, je ne fais pas mystère d'appeler à voter pour Marine Le Pen, tout simplement parce qu'elle veut réintégrer 15 000 soignants, tout simplement parce qu'elle veut abroger cet outil d'apartheid sanitaire qu'est le pass vaccinal, alors qu'en face, il nous a déjà annoncé le retour du masque, le retour du pass. Monsieur Véran nous a même dit, je suis prêt à appuyer sur un bouton pour que les nouvelles injections, les nouveaux masques, les nouveaux passes, pour que toute cette sordide artillerie revienne. Donc voilà, pour moi, l'enjeu me paraît être là, les libertés, le retour au peuple, le référendum d'initiative citoyenne d'un côté, et puis le mépris du peuple, le fascisme sanitaire de l'autre côté. Alors maintenant, on peut regarder le programme qui, de mon point de vue, paraît un peu secondaire. Permettre aux entreprises une hausse des salaires de 10% en exonérant cette augmentation de cotisation patronale. Ça, c'est une mesure d'augmentation du pouvoir d'achat par une baisse du coût du travail, donc une hausse du salaire net à salaire brut constant qui est tout à fait intéressante. Créer un fonds souverain français pour augmenter la rémunération de l'épargne des Français et l'orienter vers des secteurs stratégiques. Ça, c'est la même idée qu'Éric Zemmour. Oui, si c'est une vraie diversification stratégique de l'épargne nationale, si c'est une alternative crédible aux obligations d'État pour les Français, ça c'est une bonne idée, parce que sur les obligations d'État, on a un taux d'intérêt réel négatif, donc évidemment, c'est une bonne idée. Il n'y a pas grand-chose pour la relance économique, mais tant mieux, c'est un bon signe en termes de non-creusement du déficit public. Priorité aux PME pour les marchés publics. Donc, c'est l'idée d'un Small Business Act à la française, c'est une bonne idée, mais c'est difficile sans sortir de l'Union européenne et je pense qu'il va y avoir une ambiguïté autour de la nécessité de sortir de l'Union européenne qui n'apparaît pas dans le programme pour des raisons électoralistes ou politiques, mais qui va être une nécessité compte tenu du programme de Marine Le Pen. Conditionner les subventions à la création d'emplois au titre d'une politique d'aménagement du territoire, oui, sur le principe, mais ça occulte l'opacité et la générosité du système de subventionnement qui détourne des ressources fiscales de la régale, c'est-à-dire des domaines dans lesquels l'État doit être seul maître. Rien sur la dette et le déficit, ça c'est un point aveugle des programmes aussi. Sur le budget de l'État, eh bien, on a une baisse de 53 milliards d'euros des dépenses publiques, donc ça c'est un point très positif sur 5 ans. Un programme d'économie, notamment sur l'immigration pour 18 milliards d'euros, sur la fraude pour 15 milliards, sur la contribution de la France à l'Union européenne pour 20 milliards. Donc là, effectivement, on est sur un chiffrage tout à fait intéressant d'économie, de baisse des dépenses publiques, enfin, qui est d'ailleurs beaucoup plus ambitieux que ce que voulait faire Éric Zemmour. 15 milliards pour Éric Zemmour, 53 milliards pour Marine Le Pen. Ça, c'est un point extrêmement positif. Nationalisation des autoroutes. Bon, ça me paraît être un peu du gadget, mais pourquoi pas si c'est pour financer avec le produit de cette nationalisation, si c'est pour financer une politique, enfin si c'est pour accompagner, pardon, une politique d'aménagement du territoire, qui, elle, relève bien effectivement du précaré de l'État. Privatiser le service public, on en a parlé tout à l'heure. Très bien, hein, c'est une déconcentration du quatrième pouvoir, du pouvoir donc médiatique, mais ça doit s'accompagner de règles strictes concernant les investissements directs dans les médias des 8 milliardaires. Je veux bien qu'on privatise, mais si c'est pour que France Télévisions retombe dans le giron de Bernard Arnault, de Drahi, de Dassault ou de Xavier Niel, non. Baisse de la TVA à 5,5 sur le carburant et baisse de la TVA sur le gaz et l'électricité, je pense que c'est une mesure favorable au pouvoir d'achat des Français, immédiate, d'après ce que dit Marine Le Pen, on verra ce soir, qui me paraît être une très très bonne mesure, avec donc un recul des prélèvements obligatoires très injuste, la TVA en fait partie.
Une disparition, semble-t-il, de cette hérésie en France, qui est la taxe sur la taxe, puisque sur le carburant en France, on a une taxe sur la taxe, on a la TVA sur la taxe énergétique. Mais par contre, il faut être bien conscient que la TVA, c'est la première ressource fiscale du budget de l'État, à peu près 40%. Donc évidemment, il va falloir compenser cet effondrement des ressources de TVA. Baisse des fiscalités de la transmission de manière exponentielle en fonction du nombre d'enfants. Donc en fait, ça c'est une baisse directe des prélèvements obligatoires sur des revenus qui ont été déjà imposés, et c'est un élément d'une politique familiale puisque c'est corrélé au nombre d'enfants, qui est tout à fait intéressant. Suppression de la redevance télé, on en a parlé, c'est logique, hein, après la fin de la taxe d'habitation. Application de la part fiscale pleine dès le deuxième enfant, alors qu'actuellement c'est dès le troisième enfant. Donc ça, évidemment, c'est une mesure de baisse de l'impôt sur le revenu dans le cadre, en plus d'une politique familiale, c'est bien vu et bien amené. Exonérer d'impôt sur le revenu tous les jeunes de moins de 30 ans pour créer un choc d'attractivité et retenir nos forces vives. C'est une ambitieuse proposition de recul de l'impôt sur le revenu, donc de généralisation de la défiscalisation des revenus annexes des moins de 25 ans. On sait que les moins de 25 ans, leurs revenus de stage, apprentissage, etc., ne sont pas imposés. Là, elle propose de le généraliser à leurs revenus, finalement, entre 25 et 30 ans. C'est une belle idée aussi. Remplacer l'IFI par un impôt sur la fortune financière qui serait calqué sur l'ISF en exonérant la résidence principale. Moi, sur l'ISF, j'ai ma religion, si je puis dire. C'est un impôt qui est symbolique, c'est un impôt qui est contre-productif, c'est une incitation à l'exil fiscal pour les plus riches qui créent l'emploi, qui créent les richesses. Donc, j'y suis, à titre personnel, opposé. Exonération totale d'impôt sur les sociétés pour les entrepreneurs de moins de 30 ans, ça va dans la même idée. Quand je vous dis qu'il y a une baisse très forte des dépenses publiques, une baisse très forte des recettes fiscales chez Marine Le Pen, c'est le cas. Donc là-dessus, elle s'est libéralisée, même s'il reste quelques petits réflexes de nationalisation étatique qui me gênent. Donc là, il y a un choc de simplification et d'allègement fiscal qui est très fort, avec une incitation pour les jeunes à entreprendre qui me paraît être une bonne idée. Suppression de la CFE qui pénalise les TPE, PME, c'est une bonne idée aussi. Prêt aux jeunes parents qui n'auraient plus besoin de rembourser après la naissance de leur troisième enfant. Je crois que c'est 100 000 euros. Je suis très circonspect parce qu'on laisse entendre l'idée qu'on peut faire défaut sur sa dette privée, sa dette personnelle, sa dette de ménage. Donc ça, je n'aime pas trop l'idée. Moduler la prime d'activité pour l'augmenter dans les secteurs d'activité qui souffrent de pénurie de main-d'œuvre. Je pense qu'il vaut mieux simplifier le maquis des revenus de transfert. Créer une prime pour les étudiants qui travaillent, conditionnée à la validation de leur semestre, c'est une idée créative, hein, d'aide au financement des études. Doubler l'allocation de soutien familial, on est dans la politique familiale et dans finalement ce qu'on pourrait appeler l'exode urbain, en tout cas le repeuplement des campagnes qui peut avoir du sens. Lutter contre la fraude sociale pour financer les mesures de baisse de fiscalité des ménages, 15 milliards d'euros, donc je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est un élément fort du chiffrage du programme de Marine Le Pen. Retraite à 60 ans, ça me paraît être assez irréaliste, sauf à basculer dans un système à capitalisation. Donc là, c'est un petit peu le point aveugle du programme, mais en même temps, on peut renvoyer dos à dos Macron et Le Pen parce qu'ils n'envisagent pas une réforme de fond, une réforme systémique, une introduction d'un pilier de capitalisation dans le financement de la retraite des Français. Réindexer les retraites sur l'inflation, très bien sur le papier, mais en période inflationniste, c'est dangereux parce que vous entretenez la spirale. Ça, c'est un petit peu embêtant. Revaloriser le minimum vieillesse à 1 100 euros, même remarque que pour Macron, puisque c'est la même idée. Restaurer la demi-part fiscale en faveur des veufs et des veuves, c'est une mesure de justice qui me paraît être de bon ton. Créer un chèque formation mensuel de 200-300 euros pour apprentis alternants employeurs, je pense que ça fait un peu doublon avec les aides actuelles pour cette même catégorie. Et enfin, 650 millions d'euros par an pour recruter 21 500 agents, principalement dans la justice. Pareil, hein, oui, si c'est une inversion de la pyramide, de la masse salariale, en sachant que dans les autres dépenses de Marine Le Pen, on a 14 milliards d'euros pour la défense. C'est quand même beaucoup plus que chez Macron, où on en avait 3. Donc, si on tient à notre armée, voilà une différence. Sur la sécurité, 4,5 milliards, c'est comme pour Macron. Pour les énergies éoliennes et compagnie, c'est moins 5 milliards. Donc, il y a un programme d'économie sur ces programmes-là. Et puis, revalorisation des fonctionnaires, c'est 6 milliards de plus, compte tenu des mesures que j'ai évoquées. Voilà, ça a été un petit peu long, mais j'ai balayé
en 20 minutes ce que j'ai en tout cas donné des éléments qui vont permettre peut-être de mieux comprendre l'échange ce soir des deux candidats. L'idée étant quand même de se souvenir que sur la question des libertés fondamentales, je suis très étonné que le camp macroniste, qui soutient les ukro-nazis, c'est-à-dire les nazis d'Ukraine, notamment bataillon Azov, etc., qui est en train de se rendre sous l'usine de Azovstal à Mariupol, eh bien, je m'étonne que ces mêmes-là qui crient contre le fascisme fantasmé de Marine Le Pen, en réalité, ce sont les mêmes qui soutiennent les ukro-nazis et ce sont les mêmes qui, depuis 2 ans, ont éborgné des gilets jaunes et ont mené une politique de confinement qui est une politique, évidemment, de fascisme sanitaire. Donc, c'est évidemment 2 poids, 2 mesures. Et pour les Français qui réfléchissent et qui prennent du recul, eh bien, ça me paraît sauter aux yeux que le fascisme n'est pas du côté que l'on croit. Voilà, désolé d'avoir été un peu long. Julien. Si tu peux peut-être mettre en plein écran. Voilà. Ouais. Bah, merci pour cette analyse complète des programmes économiques de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. N'hésitez pas à mettre les pouces bleus et à vous abonner à la chaîne de Samari et compagnie. Et également, n'hésitez pas à mettre en commentaire des invités ou des sujets que vous voulez qu'on aborde. Et on se dit à une très prochaine fois. Une très prochaine fois, pareil, hein, les pouces, moi j'ai un pouce un peu blessé là, mais que le vôtre ne le soit pas, hein, vous savez que ça nous aide pour les algorithmes. Abonnez-vous, n'hésitez pas à demander sur notre site internet tout ce qui est gratuit, c'est-à-dire un spécimen, le spécimen de notre revue mensuelle Finance éthique, le numéro de mai, nous sommes en train de le préparer, bientôt terminé. Et demandez également, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter, qui est une revue de presse, sauf la 3e semaine du mois où on annonce les rubriques de la revue Finance Éthique. Et puis évidemment, si vous voulez vous former pour une centaine d'euros, vous pouvez vous abonner annuellement à notre revue Finance Éthique. Ça vous donne instantanément accès à toutes les archives. C'est-à-dire que là, si vous vous abonnez pour mai 2022, vous avez 1 an d'abonnement, donc jusqu'en avril 2023, mais vous avez aussi accès à tous les numéros de janvier 2021 à avril 2022. Donc, vous avez de la lecture, un parcours de formation complet en sciences politiques, finances personnelles, économie. Donc, voilà, c'est important de se prendre en main dans ce contexte où l'État veut réduire toutes nos libertés à néant. Et M. Macron ne s'en cache pas, tandis que Marine Le Pen a clairement annoncé dans cette campagne d'entre-deux tours qu'elle aurait grandement recours au référendum, ce à quoi on lui a répondu qu'elle était fasciste, évidemment, puisqu'on ne sait que lui répondre cela. Sauf que l'esprit de la Ve République, l'esprit du général de Gaulle, c'était évidemment, de lutter contre le fascisme, ce qu'il a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, première aussi, mais la Seconde Guerre mondiale, et évidemment aussi de rendre la parole aussi souvent que possible aux Français, ce que toute la gauche française n'a pas fait depuis 10 ou 15 ans. Voilà, on vous laisse sur ces belles réflexions. Bon débat ce soir avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et puis déplacez-vous dimanche. L'abstention me paraît être un soutien à la politique d'Emmanuel Macron, plus qu'autre chose. Voilà. Merci. À bientôt.